Tu sais, parfois, on entend des histoires qui restent en nous, des histoires qui nous font douter de ce qu'on croit. Aujourd'hui, je vais te raconter l'une d'elles. Mais avant, place à l'intro. Avant que la vidéo elle commence, je t'invite à liker, à mettre un commentaire, à partager et à t'abonner à la chaîne. Place à la vidéo. Et salut tout le monde, c'est Nadmin Modgad, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super, j'espère que vous passez une excellente journée. Aujourd'hui, on va vous raconter 4 histoires, mais avant de continuer, je tiens à remercier Sergei qui m'a aidé pour cette vidéo, car sans toi, elle n'aurait pas lieu. Allez, c'est parti. Pour cette première histoire, je vais vous raconter l'histoire de Zoé. Au moment des faits, je n'ai que 16 ans, et voici une histoire qui aurait pu très vite dégénérer. J'étais au lycée, et cette année en particulier, je me levais tous les jours à 6 heures du matin, y compris le samedi, pour prendre mon train qui était à 7h10 environ. J'avais la chance d'avoir ma mère qui m'emmenait la plupart du temps à mon arrêt, pour que je n'aie pas à marcher, de nuit ou dans le froid. Ce matin-là, j'ai dû faire le chemin à pied, ce qui en soi sur le moment ne me dérangeait pas. J'appréciais tout particulièrement marcher avec le doux vent froid du matin. En entamant ma route, je vois un vieil homme qui lui aussi marchait les mains dans les poches. Sur le moment, je commence à taper une parano et j'entame une technique qui vous permet de savoir si quelqu'un vous suit ou non. Cette technique est simple. J'avais modifié mon chemin pour faire en sorte qu'elle fasse un énorme détour et en tournant uniquement à droite. C'est après quoi j'ai remarqué que le type me suivait toujours. Pour l'instant, j'ai blâmé la paranoïa, très récurrente chez moi. J'arrive à mon arrêt et le monsieur reste à environ 2 à 3 mètres de ma position. Je ne pouvais même pas rejoindre mes camarades, car parmi eux se trouvait un garçon qui m'avait touché aussi dans le train littéralement 2 jours plus tôt. Je finis donc par monter tout à l'avant du train, seul. En entrant, je constate la place qu'il y a et la proximité que l'homme cherche à garder. Il est venu tenir la barre qui était juste au-dessus de ma tête. Sur le moment, je me suis dit, bon, dans le doute, écris à genre 6 ou 7 personnes de tes contacts. Envoie ta position et une description du gars. Mais sur le moment, impossible de le faire, car l'homme avait le regard posé sur mon téléphone à chaque fois que j'allumais. Je devais uniquement faire 3 arrêts, mais honnêtement, ça a été les 3 arrêts les plus longs de ma vie. J'arrive à la gare et avant d'envoyer le moindre message, je m'assure déjà que l'homme descend. Et évidemment, il descend. J'envoie donc le message qui suit à 8 personnes. Si jamais il m'arrive quelque chose et que vous devez chercher quelqu'un, c'est un gars de taille moyenne avec une veste blanche de marque, teinte mat et cacao, une chaîne en or, lunettes carrées, la cinquantaine, jean bleu, Nike blanche, visage serré et une cicatrice sur la main droite. Sur le moment, j'étais encore dans le déni, je pensais honnêtement que j'étais juste parano. Mes doutes se sont confirmés lors de l'arrivée des trams, que je devais aussi prendre pour 3 arrêts, afin d'arriver dans mon établissement. Le premier tram arrive, je décide donc de ne pas le prendre pour le laisser partir. Le second arrive, et je décide donc de monter dedans. Je lève les yeux en cherchant une place, et il est là, à 5 mètres de moi. Main dans les poches, debout sur ses 2 jambes, et son regard sombre posé sur moi. Je m'assois en face de la porte du chauffeur pour pouvoir avoir un appui en cas d'extrême urgence. Lorsque j'arrive à mon arrêt, j'attends la dernière seconde pour sortir, et je fais un tour derrière les abribus pour qu'il ne me voie pas après ma sortie. Il a fini par m'apercevoir, mais il était trop tard, il ne pouvait plus sortir. Je fus soulagé le reste de la journée, jusqu'au soir. Après ma longue journée, en descendant du transport, je l'ai vu descendre aussi, avec un changement de vêtements complet. Je me suis caché le temps qu'il parte, puis je suis rentré chez moi. Quelques jours plus tard, aux infos, passe un reportage sur l'arrestation d'un homme ayant tué une jeune fille après l'avoir kidnappée dans une gare près de chez moi. Je pensais que cette histoire datait, puis la date du jour où je me suis fait suivre et la photo de l'homme sont apparues à l'écran. Il avait kidnappé et tué cette jeune fille, le jour où il m'avait suivi depuis chez moi, d'où le changement d'outfit et le stalking. Ça aurait pu être moi, mais j'ai eu beaucoup plus de chance que la vraie victime. Puis je me suis dit que finalement, suivre mon instinct n'était pas quelque chose de dangereux, mais plutôt de sauveur. Faites vraiment confiance à votre instinct.
S'il vous dit j'aime pas ça, c'est qu'il y a quelque chose, même si c'est de la pure paranoïa. Écoutez-la, ça peut vous sauver la vie. Je vais vous raconter, ce sont des choses qui ont pu m'arriver à moi ou à des connaissances. Et même si, comme moi, vous ne croyez pas toutes ces choses qui peuvent être paranormales, quand on le vit réellement, c'est vrai que ça se fait se poser des questions sur tout ce genre de choses. Ce que je vais vous raconter se passe dans l'entreprise où je travaille. Je travaille chez un charcutier traiteur, maintenant depuis 5 ans. Et mes patrons ont repris l'entreprise en 1989, pour vous mettre dans le contexte. Avant mes patrons, le lieu était déjà une charcuterie qui a soudainement fermé ses portes suite à un drame tragique qui est arrivé aux anciens propriétaires. En effet, leur petite fille de 7 ans est décédée dans les locaux de mon entreprise. Et depuis quelques années, il se passe des choses qu'on pourrait qualifier de bizarres, même si on ne croit pas à toutes ces conneries comme dirait mon patron. Il arrive parfois que les portes claquent sans même qu'il y ait le moindre courant d'air aux alentours. Alors, certains me diront que le courant d'air ne se sent pas, mais il y a quand même de l'air qui passe. Mais le plus impressionnant, c'est quand même quand certaines portes qui sont fermées à clé s'ouvrent. Il m'est arrivé plusieurs fois de partir pour une pause de midi en vérifiant bien plusieurs fois que la porte était bien fermée à clé. C'est ma hantise que la porte soit mal fermée par ma faute. Et pourtant, en revenant sans aucune raison valable, la porte était ouverte alors que personne n'est passé, que ce soit un collègue ou mes patrons. Et tout ça, vous allez me dire, ce n'est que des portes qui peuvent être des erreurs d'inattention, ou alors quelqu'un qui n'a pas dit qu'il était venu, ou autre chose qui pourrait être tout à fait faisable. Mais ce qui nous impressionne, que ce soit moi, certains de mes collègues ou même la fille des patrons qui travaillent au sein de l'entreprise, c'est quand parfois un robot, sans aucune raison, va se mettre en marche. Ou alors, quand il est en marche, qu'on est en train de faire une préparation, s'accélère tout seul, sans aucune raison. Il arrive également parfois que des casseroles qui sont rangées depuis plusieurs heures se mettent à tomber, seules, quand cela se passe. Même moi qui ne crois pas aux esprits ou au paranormal, cela me fait poser des questions. Cette année, pendant la période de fête pour Noël 2025, leur fille qui habite l'appartement qui est au-dessus de l'entreprise avait fait son sapin de Noël, comme beaucoup de monde, et avait mis en guise de boule des petits oursons dans son sapin pour le décorer. Jusque-là, rien d'anormal, on est d'accord. Mais ce qui est étrange, c'est que peu importe la position qu'elle ait donnée à ces oursons, tous les matins quand elle se levait, ces mêmes oursons se retrouvaient face à la fenêtre en train de regarder ce qui se passait d'eux. Elle a bien des animaux chez elle, mais certains oursons sont inaccessibles à leur taille. Et sur la dizaine d'oursons qu'elle a pu mettre, tous étaient positionnés dans le même sens à chaque réveil. Plusieurs soirs de suite, elle a essayé de changer de position pour voir, et chaque matin, la même chose. Les oursons regardaient dehors. Je vais vous raconter l'histoire de Paul. Je voulais vous partager une histoire qui m'est arrivée il y a quelque temps avec mon père. On est tous les deux passionnés par l'urbex, toujours à la recherche de frissons et de lieux mystérieux à explorer. Un jour, mon père me parle d'une vieille maison abandonnée qu'il a repérée. Le soir même, vers minuit, on décide d'y aller. L'accès est galère, on doit marcher une vingtaine de minutes dans les bois, pas de route directe. Avant même d'entrer, je sens une ambiance bizarre, pesante. Mais je me dis que c'est sûrement l'excitation. On entre, on explore tranquillement. Il y a 2 étages, mon père va d'un côté, moi de l'autre. Je tombe sur un couloir étrange, comme condamné. Il est rempli de vêtements de styles différents et un vieux matelas traîne au fond. Je m'approche et là je vois une grosse tache rouge dessus, comme du sang. D'un coup, des insectes sortent de partout, des vers, ça grouille, je suis dégoûté, je fais demi-tour direct.
On monte ensuite au premier étage. Des papiers, des habits, des sacs poubelles, mais rien d'alarmant. C'est au deuxième étage que ça se gâte. L'ambiance redevient lourde. On tombe sur un couloir avec une porte fermée. Étrangement, l'étage semble bien entretenu, beaucoup plus propre que le reste de la maison. Mon père demande s'il y a quelqu'un. Silence. Il redemande. Toujours rien. Il ouvre doucement la porte. Et là, il sursaute et crie. Je braque ma lampe torche et je vois un homme immense avec un grand couteau s'avancer vers lui. Mon père me pousse dans l'escalier pour que je fuis. Il tente de calmer l'homme, lui dit qu'on ne veut pas d'ennui, qu'on va partir, mais le type ne veut rien entendre. Il nous dit qu'il nous laissera partir seulement si on lui donne de l'argent. Mon père me glisse de filer à la sortie, pendant qu'il essaye de le distraire. Il prétend qu'il va lui filer des sous, qu'ils sont dans la voiture, sauf que la voiture est à 20 minutes de marche, en pleine forêt. Le gars commence à réclamer aussi des cigarettes. Mon père arrive à sympathiser un minimum, à lui parler calmement. Petit à petit, on réussit à s'éloigner et à sortir de la maison. Mais un moment, on se retourne. On le voit à la fenêtre du dernier étage. Il nous fait coucou, un grand couteau dans une main et un flingue dans l'autre. Je vous jure, on a couru comme jamais de notre vie. Moralité de l'histoire, l'urbex, c'est génial, mais ça peut vite devenir dangereux. On ne sait jamais sur qui ou quoi on peut tomber dans ces lieux abandonnés. Soyez prudents, explorez à plusieurs et restez toujours sur vos gardes. Il a décidé de déménager dans un appartement au cœur de la ville. Le loyer était très bas, ce qui aurait dû l'alerter, mais bon, il était tombé sous chambre des hauts plafonds et du parquet ancien. Le seul défaut de cet appartement, c'était la chambre. Il y avait un immense miroir encastré dans l'armoire normande, juste en face du lit. Le teint était piqué, donnant au reflet un aspect grisâtre et mélancolique. Patrick emménagea et prit ses marques. La première nuit, Patrick a été réveillé par un bruit de frottement, comme un ongle sur du verre. Il ouvrit les yeux, regardant le miroir. Dans l'obscurité, il ne vit que son propre reflet. Immobile sous les draps, il se rendormit, mettant cela sur le compte du bois qui travaille. La deuxième nuit, le même bruit recommence, mais plus fort. Cette fois, Patrick reste immobile, les yeux mi-clos, mais dans le reflet du miroir, Patrick remarque une anomalie. Son propre reflet ne dormait pas. La silhouette dans la tasse était assise sur le bord du lit. Il lui tournait le dos, alors que lui-même était allongé sur le dos. Le cœur de Patrick s'accélère, et il ne bouge pas d'un millimètre. Lentement, très lentement, la silhouette dans le miroir commença à tourner et la tête vers lui. La troisième nuit, Patrick décide tout simplement de couvrir le miroir avec un drap. Il se sentait un peu bête de faire ça, mais bon, au moins, ça le rassurait. Il arrive à s'endormir, malgré un sommeil agité. Vers 3 heures du matin, un courant d'air glacial parcourut la pièce. Il ouvrit les yeux et le drap était au sol. C'est alors qu'il sent un poids sur le bord de son matelas. Le matelas s'enfonça juste à côté de ses pieds, comme si quelqu'un s'asseyait. Patrick reste effrayé, fixant le miroir, vide. Soudain, deux mains livides aux doigts longs apparurent dans le cadre inférieur du miroir, comme si quelqu'un essayait d'en sortir. Une tête apparut lentement en bas du verre. Ce n'était pas le visage de Patrick. C'était une créature qui lui ressemblait, avec une bouche trop large, étirée en un sourire impossible qui montrait beaucoup trop de dents. La créature dans le miroir ne regardait pas la chambre, elle regardait Patrick, le vrai Patrick, avec une intensité affable. Elle chuchota d'une voix qui ressemblait au froissement d'un papier sec. Merci d'avoir ouvert la porte. C'est tellement plus spacieux de ce côté. Le lendemain, les voisins ont appelé la police à cause des cris effroyables qu'il y a eu dans la nuit. Quand les agents sont rentrés dans l'appartement, il était vide. Il n'y avait aucune trace de lutte. Le seul détail étrange, sur le grand miroir de la chambre, il y avait une trace de main graisseuse, mais elle venait de l'intérieur de la vitre. Et si on regardait très attentivement, le teint piqué du miroir, on pouvait voir tout au fond la silhouette d'un homme qui frappait désespérément contre le verre sans qu'aucun son ne sorte. J'espère que les histoires vous ont plu. N'oubliez pas le petit like qui me montre que vous voulez un autre épisode. À la prochaine!